Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Nous sommes le vendredi 21 juillet 2023. On commence par la revue du marché, ça va être rapide, il se passe pas grand chose. On a Link qui a bien performé hier. Il a fait, je crois, dans la journée, quelque chose de l'ordre de 20%, assez sympa. On en reparlera en fin de vidéo des propos intéressants tenus par le cofondateur. Pour le reste, une journée plutôt calme. On le voit, un Bitcoin qui traîne un peu sous les 30 000 dollars, Ethereum sous les 1900. Pour le moment, pas grand chose à dire. Plutôt en baisse en fait, hein, si on regarde en vue semaine, on le voit ici, c'est plutôt de la correction. Alors moi, vous le savez, la correction, ça me va très très bien parce que j'ai des liquidités, j'attends les baisses avec grand intérêt. J'espère qu'on va avoir une belle correction sur Bitcoin qui entraînera une belle correction du marché pour faire plein d'achats. Et j'attends les opportunités pour le moment. Par exemple, Matic, je surveille avec grand intérêt. Je prie pour un retour autour des 60 centimes, ce serait fabuleux pour moi. Voilà. Maintenant que l'on a parlé du marché rapidement, on va pas aller plus loin, il n'y a pas plus à dire à mon avis. On va aller au niveau des news, il y a des éléments très intéressants. On commence tranquillement sur ce qu'on avait dit hier avec la SEC, avec Gensler, qui était globalement pas content, qui a demandé plus d'argent, qui parlait de Far West pour dénommer les cryptos. Il y a quand même un point qui est notable dans cet article. Il a fait un témoignage du coup hier et il a déclaré la plupart des jetons restent considérés comme des contrats d'investissement, tandis que Bitcoin se distingue par ses caractéristiques anti-fraude. Donc lui, il n'est pas du tout convaincu. Je pense que tous les protocoles en proof of stake, il aime pas trop ça. En tout cas, c'est ce que je comprends ici. On va aller plus loin parce qu'en fait, on a des éléments beaucoup plus concrets au niveau de la régulation de la DeFi. En tout cas, c'est un projet de loi qui va peut-être voir le jour prochainement. On nous dit ici la finance décentralisée représente l'un des chantiers de la réglementation crypto qui doit être abordé aux États-Unis. Ce qui va être intéressant, c'est comment est-ce que les Américains vont répondre. Et on a certains éléments ici qui ne sont pas forcément évidents pour les acteurs crypto. On nous dit donc, le projet porté par le Sénat a une ambition inavouée. En réglementant la DeFi, ils veulent mettre en œuvre des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Oui, pour moi, ça c'est pas quelque chose d'inavoué, on le sait très bien que c'est un des gros points clés. Des dispositions qui intègrent toute infraction liée aux crypto est jugée menaçante pour la sécurité nationale. D'accord. Ce que vous allez comprendre après est assez important. Pour atteindre ce but, la législation proposée tiendra pour responsable ceux qui contrôlent un protocole de DeFi, ou tout le moins ceux qui fournissent des applications promouvant leurs utilisations. Ça veut dire que pour s'assurer qu'on n'ait pas de problème de blanchiment d'argent et pour réguler de manière générale, plutôt que s'attaquer aux personnes qui causent les problèmes entre guillemets, ce qui semble être trop compliqué dans la DeFi, on va faire quoi? On va aller tenir pour responsables ceux qui contrôlent les protocoles. Mais qui contrôle les protocoles DeFi? Est-ce que c'est les plateformes? Est-ce que c'est les personnes qui stackent? Est-ce que c'est les principaux investisseurs? Vous voyez, on commence à avoir une espèce de problématique qui se pose qui peut être assez lourde en fait. À ce qu'on nous dit ici, ceux qui fournissent des applications promouvant leur utilisation, donc les utilisations DeFi. Donc vous voyez là, les responsables, c'est pas clairement défini, mais ça peut être presque n'importe qui dans l'écosystème à partir du moment où c'est quelqu'un qui a une importance significative. On nous donne un exemple. Si l'entité contrôlant un protocole DeFi donné n'est clairement pas identifiable, ce qui va être le cas souvent, l'investisseur est tenu pour responsable. L'investisseur. Concrètement, toute personne investissant plus de 25 millions dans son développement assumera la responsabilité des obligations réglementaires. Alors, pour l'essentiel des gens, 25 millions, c'est pas quelque chose d'abordable, d'accord? Mais ce que ça veut dire, c'est que par exemple, les fonds d'investissement qui apportent beaucoup de liquidités en premier lieu vont être beaucoup plus frileux. Personne n'a envie d'être responsable de ça. Donc ce qu'ils sont en train de faire là, avec cette proposition, de réduire le potentiel d'investissement dans certains projets DeFi. Parce que du coup, cette limite des 25 millions, vous allez voir qu'elle va être de moins en moins dépassée. La plupart des investisseurs, ils vont mettre moins, ils vont mettre 20, ils vont mettre 18, ils vont mettre 15. Alors ça reste des sommes qui sont importantes, mais je pense qu'on va avoir du coup des investissements moins importants, en tout cas par investisseurs et par fonds d'investissement. Donc c'est assez intéressant, c'est des éléments qui sont concrets, qui ne sont pas encore votés, mais qui donnent une idée de comment ça pourrait fonctionner. Donc ils nous disent, à terme, ce projet de loi
ambitionne d'établir un cadre garantissant le fonctionnement responsable et transparent des protocoles DeFi, tout cela en luttant contre les activités financières illicites dans l'écosystème crypto. Alors oui, et en même temps, ça ressemble un petit peu à une façon en fait de museler la DeFi sans la contraindre en fait avec des règles qui sont directes. Et vous voyez, de façon indirecte, il y a deux effets. Soit les investisseurs mettent moins d'argent, soit la DeFi trouve des moyens de se réglementer. Donnez-moi votre avis sur cet élément-là. On continue en Amérique, la Fed qui affirme que FedNo n'est pas une CBDC. FedNo, c'est le nouveau service de la Fed, on en a déjà parlé plusieurs fois, disponible bientôt, on le voit ici, d'ici fin de juillet, donc clairement d'ici une dizaine de jours. Le système est apparemment prêt, il permet d'intégrer 41 institutions financières à l'heure actuelle, 15 prestataires de services et le département du Trésor américain. Tout ça pour tester le système avant son lancement qui aura lieu très très bientôt. Qu'est-ce qu'ils veulent faire concrètement? Ils veulent améliorer les fonctions des banques, le système de paiement. Ils veulent que ce soit un système en temps réel. On puisse faciliter les transferts de fonds instantanés, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est-à-dire la promesse concrètement des cryptos. Donc on veut améliorer l'efficacité et la rapidité des paiements aux États-Unis. Et donc ils ont vraiment appuyé sur le fait que ce n'était pas une CBDC. Alors chacun se fera son avis là-dessus. Mais concrètement, ils nous disent le service FedNo n'est pas allié à une monnaie numérique. Il s'agit d'un service de paiement que la Réserve fédérale met à la disposition des banques et des unions de crédit pour transférer des fonds pour leurs clients. Donc la Fed a confirmé qu'elle n'a pas encore pris de décision quant à l'émission d'une CBDC. Voilà, pour le moment, il sépare clairement les deux fonctions. On va aller maintenant plus sur des choses techniques, on va parler de Solana. Solana qui va débarquer avec une mise à jour qui s'appelle Solang et qui permet de coder avec Solidity. Donc l'idée, c'est de comprendre déjà que Solana en fait fait partie des Layer 1 qui ne sont pas EVM compatibles. EVM compatible, ça veut dire compatible avec l'Ethereum Virtual Machine, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en fait avoir de lien direct entre Solana et Ethereum. Le réseau, vous voyez, ne supporte pas le langage de programmation des smart contracts en Solidity. Ils vont plutôt utiliser du Rust, du C ou du Python. Et donc c'est un problème, ça Solana l'a compris. Devenir un Ethereum killer, c'était à la base l'idée de Solana et des autres, mais c'est vraisemblablement pas ce qu'ils peuvent faire. Et donc pour continuer d'exister, l'idée c'est plutôt de faire fonctionner les différentes blockchains ensemble, de les faire communiquer, d'où l'importance des layers 0, mais aussi l'importance d'avoir des langages qui soient compatibles. Et donc c'est pour ça que Solana se met au niveau d'Ethereum, parce que c'est pas Ethereum qui va se mettre au niveau de Solana, c'est bien l'inverse. Et donc Solana Lab annonce aujourd'hui la possibilité de créer des smart contracts sur Solana avec Solidity grâce à du coup Solang. Donc voilà. Qu'est-ce que ça va permettre concrètement? On a une petite liste intéressante. Être compatible avec Ethereum Solidity 0.8, appeler d'autres smart contracts avec Solana, utiliser des jetons Solana SPL, utiliser des adresses dérivées du programme, le développement avec Encore, créer des contrats intelligents Solana natifs et accéder aux fonctionnalités intégrées de Solana. Donc ça, c'est ce que fait le compilateur Solang. Et tout ça, bien évidemment, avec Solidity. Donc intéressant. Ça montre bien que c'est toujours Ethereum le patron et de loin, mais ça montre aussi que les autres blockchains sont prêtes à s'adapter pour continuer à vivre et continuer à exister, ce que nous fait Solana ici. Donc je trouve que c'est un point intéressant, et le fait d'être capable d'évoluer, c'est bien la preuve qu'ils peuvent cohabiter, ils peuvent continuer à exister ensemble, en tout cas pour le moment. On continue avec Ethereum, ici on va parler d'une Layer 2. En fait, ce qui m'intéresse sur cette Layer 2, donc Starknet, c'est qu'ils sont déjà en train de penser leur Layer 3. Et ça, c'est cool parce qu'on n'en voit pas souvent. Pour le moment, c'est pas vraiment des technos dont on a trop parlé. Donc, c'est intéressant de développer un petit peu cet article. On ne revient pas sur Starknet. Il fera l'objet d'une vidéo qui lui sera propre un jour. Comprenez juste que c'est une Layer 2, au même titre, par exemple, qu'Optimism, Arbitrum, Polygon Matic, avec les AppChain. Donc, va être la prochaine révolution de Starknet. Le 19 juillet, les équipes de Starknet ont présenté un nouveau concept pour le réseau, les AppChain. Donc, en pratique, elles vont permettre aux applications décentralisées de créer leur propre instance de Starknet sur mesure. Donc lors de la création de l'AppChain, l'application dispose d'un meilleur contrôle sur les spécifications du réseau. Exemple, l'application sera en mesure de configurer de nombreux paramètres tels que le mode de consensus, les paramètres relatifs à la blockchain ou encore la disponibilité des données. C'est assez intéressant. Ce qu'on nous dit du coup, c'est que dans un premier temps, les AppChain, ce seront des Layer 2 sur Ethereum, donc comme Starknet. Mais plus tard, elles vont migrer vers des Layer 3, donc des solutions de seconde couche
au-dessus de Starknet, donc des solutions de third couche, troisième couche pour Ethereum. Les AppChains choisiront des composants de la pile qu'ils exécutent eux-mêmes et ceux qu'ils exécutent par l'intermédiaire d'un service d'hébergement. Elles peuvent choisir de s'appuyer sur des composants strictement open source ou sur une technologie propriétaire. C'est vraiment intéressant d'avoir les deux possibilités. Et donc ils nous disent, c'est là toute la beauté, il n'y a pas de taille unique, au contraire, chaque application fera ses propres choix optimaux. Super intéressant, super développement, je trouve ça vraiment bien. Donc vous voyez ici le graphique est tout à fait intéressant, tout à fait dicté, on a jusqu'au layer 4. Donc on a Ethereum en rouge de layer 1, les layers 2, dont Starknet, la version publique, les layers 3, donc on voit ici Rollups, Validium, et on a les layers 4 au-dessus, par exemple ici le Privacy Starknet. Je trouve que c'est assez intéressant, ça donne une idée un peu plus claire de vers où on va. Très bien, moi je prends, je suis assez content de vous partager ça. Maintenant une news complètement négative, mais il faut ça aussi, le Koweït qui interdit totalement les activités de minage et de paiement en crypto. Pourquoi? C'est pas très clair. Les éléments mis en avant par l'autorité des marchés de capitaux, c'est tout ce qui va toucher en fait à la facilitation du blanchiment d'argent. Voilà, ils ont estimé que les cryptos, ça avait un poids trop important dans ce domaine-là, et donc que ça justifie ce genre de mesures. On parle aussi des coûts de l'électricité, qui apparemment auraient officieusement influencé la décision en question, même s'il semblerait que c'était vraiment pas très cher pour eux de miner de la crypto, en tout cas interdiction totale de tout ce qui va être paiement et minage, donc il est juste possible en fait d'en avoir et de faire des échanges, concrètement, de spéculer dessus, quoi. On n'a pas plus d'éléments, en tout cas, voilà, c'est important de le savoir, et complètement à l'opposé, en fait, de ce genre de décision, on va parler de Chainlink, et surtout de son PDG, qui a un plan pour attirer des trillions de dollars vers l'écosystème crypto dans son ensemble. Donc une vision qui nous intéresse énormément en tant qu'investisseur, c'est exactement ça qu'on veut. Plus il y aura d'argent injecté, plus ce qu'on achète aujourd'hui va prendre de valeur. Donc c'est tout à fait ce qu'on veut voir. Donc monsieur Sergei Navarov, c'est le cofondateur de Chainlink, qui a des ambitions qui sont extrêmement importantes, qui vont bien au-delà de la mise à jour dont on a parlé il y a quelques jours, le CCIP. Il nous dit qu'il est convaincu que les banques et les institutions financières vont peu à peu déployer leur propre réseau en utilisant la technologie blockchain. Moi, je trouve ça assez possible. Je trouve que c'est tout à fait probable. Il ajoute que ces derniers seront sans doute contrôlés de manière beaucoup plus intensive que le reste de l'écosystème. Donc ça va être le point un peu regrettable, mais c'est la réalité. Néanmoins, il pense que ces nouveaux réseaux de secteur bancaire finiront très certainement par recevoir l'accord des différentes agences de régulation afin de se connecter à des blockchains historiques, par exemple Ethereum ou Chainlink. En fait, il a son plan. Il espère que d'abord, les banques vont développer leur propre réseau via les blockchains, et que petit à petit, ils vont pouvoir tous faire des partenariats avec Chainlink, étendre leur réseau, partager leurs données, et donc il y a énormément de liquidités qui vont aller vers Ethereum et Chainlink selon lui, ainsi que d'autres protocoles, on peut l'imaginer, qui seraient un peu comparables. Il nous dit, donc si la théorie se confirme avec le temps, il est très probable que nous assistions collectivement à une injection de capitaux extrêmement conséquente au sein du paysage crypto, c'est tout ce qu'on veut, et il a déclaré du coup au sein d'une interview, nous avons actuellement une multitude de blockchains publiques et de smart contracts principalement concentrés au sein de la finance décentralisée. D'un autre côté, on retrouve un secteur bancaire ainsi que l'ensemble de la finance traditionnelle. Donc pour le moment, ils sont opposés. D'un côté, la finance décentralisée, de l'autre, la finance centralisée. La prochaine étape pour lui, c'est de faire en sorte que les deux mondes se rejoignent, et ça peut passer du coup par des acteurs comme Chainlink. Je suis tout à fait d'accord avec ça me va très bien, et j'avais envie de vous partager ça, parce qu'il me semble que c'est une belle vision de ce qui pourrait se passer. En conclusion, il nous dit, cela fait 6 ou 7 ans que je propose des produits liés à la blockchain pour des clients issus du secteur bancaire, donc qui connaît bien le milieu. Historiquement, à chaque fois que le marché crypto a subi une baisse importante de ses prix, les banques se sont désintéressées des solutions proposées. C'est-à-dire que dès qu'il y a une baisse, dès qu'on a un bear market, les banques s'en vont. Sauf que là, c'est différent. Il nous dit la période actuelle est différente. C'est la première fois, après les 4 cycles que j'ai traversés, que les banques continuent de manifester un intérêt important pour les produits blockchain en pleine période de baisse des prix. Donc pour lui, on est en train d'enclencher la deuxième, là, on est en train de passer une vitesse dans la direction de son plan. Et écoutez, ça me semble tout à fait pertinent, c'est tout à fait possible, bien évidemment, c'est hypothétique,
c'est un narratif sur lequel on parie ou pas. Et moi, c'est un narratif qui me semble cohérent, qui va prendre des années et des années à se mettre en place, mais qui me semble tout à fait possible. Et donc, je souhaitais vous le partager. Voilà, ça conclut la vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à demain pour une prochaine vidéo.